Moi, c'est Camille Etienne, je suis une jeune activiste pour le climat et la justice sociale de 24 ans. Et donc, au quotidien, je suis activiste pour le climat, ça veut dire plein de choses différentes. C'est la version traditionnelle qu'on en a, la vision un peu classique, qui est de faire, bien sûr, des marches, des actions de désobéissance civile non violente, des protestations, tout ça. Mais aussi du lobbying. Donc là, c'est aller rencontrer les décideurs, à la fois dans les instances économiques et politiques, ceux qui prennent les lois, ceux qui décident un peu de ce qui se passe. Et donc, essayer d'aller toujours porter cette parole d'un monde plus juste, cette parole de ce qu'on peut appeler être un lobby citoyen. Donc ça, j'aime beaucoup le faire aussi. Avoir une présence médiatique pour porter ces sujets au-delà du public des gens concernés, bien sûr. Et puis, donner accès aux rapports scientifiques. Je suis persuadée que le savoir est un grand pouvoir. Donc du coup, sur les réseaux sociaux et dans les médias plus traditionnels, j'aime bien aller expliquer voilà, qu'est-ce que c'est le rapport du GIEC, qu'est-ce qu'il y a dedans en résumé. Une dernière chose que j'aime beaucoup faire, c'est apporter de l'art dans les actions. Et donc, on travaille avec des danseurs, avec un orchestre, avec des acteurs. On fait des courts-métrages aussi pour embarquer, essayer de toucher des personnes qui, a priori, ne semblent pas vraiment très concernées par cette urgence climatique. Et du coup, aller les chercher avec plutôt les tripes, aller les chercher avec d'autres parties du cerveau qui n'est pas que la partie rationnelle, qui n'est pas que celle des chiffres, et aller rendre ça désirable, en fait, de devenir activiste pour le climat. Moi, en fait, j'ai eu la chance de grandir vraiment aux portes du parc national de la Vanoise. Donc, c'est un endroit magnifique en France. C'est un des plus vieux parcs nationaux, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de forêts, il y a des glaciers. Donc, moi, mes deux parents sont alpinistes. Donc, en fait, j'ai eu la chance de grandir dans un endroit très privilégié où le lien à la nature, c'était quelque chose de très concret, pas du tout intellectualisé. Mais du coup, quand je suis partie de cet endroit pour aller faire mes études à Paris, j'ai vu un peu le gap entre des personnes très brillantes qui allaient avoir des grosses responsabilités dans notre société, mais qui avaient grandi tellement coupées de cette nature-là que du coup, ils ne la prenaient absolument pas en compte dans leur processus de pensée, dans leurs décisions quotidiennes ou même dans leur système de vision du monde. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, il y a un problème fondamental, comment est-ce qu'on règle ça? Et je ne voulais pas, moi, que ma fille potentielle ou que mes enfants ne puissent pas voir ce qu'on appelle des neiges éternelles, que moi j'ai vu toute ma vie, que mes arrière-grands-parents ont vu aussi, qui sont des neiges qui à la base ne fondent jamais, qui sont des glaciers qui sont là depuis des milliers d'années et qui en fait sont en train de fondre à une vitesse telle que d'ici la fin du siècle, on peut imaginer que les glaciers terrestres aient complètement disparu. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien sûr et c'est toujours tentant de réagir beaucoup à l'actualité, d'être dans ce flot-là, de dire ok, quelle est ma vision sur l'Assemblée nationale, telle loi, telle loi, telle loi. Ça peut être aussi épuisant. Et moi, du coup, ce que j'aime bien en ce moment, c'est plutôt me concentrer sur des sujets qu'on essaie de faire advenir comme un sujet de société. C'est de créer une actualité, de faire en sorte qu'on en parle, que ces décisions-là ne soient plus prises dans l'ombre. Donc du coup, il y a EACOP, qui est le East African Crude Oil Pipeline, qui est une pipeline en gros chauffée, un oléoduc chauffé entre l'Ouganda et la Tanzanie, qu'une société française, Total Energy, veut mettre en place entre l'Ouganda et la Tanzanie, donc. Et c'est la distance entre Bruxelles et Madrid. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, c'est hyper long. Ça émettrait environ 7 fois les émissions annuelles de l'Ouganda. 34 millions de tonnes de CO2 par an, c'est une aberration écologique. Alors que la science, elle est très claire. En 2022, on doit laisser les énergies fossiles dans le sol. On ne peut pas se permettre d'avoir de l'expansion pétrolière. Puis ça pose tout un tas de droits humains parce qu'ils déplacent plein de populations. Enfin bref, je travaille beaucoup du coup avec les activistes ougandais et puis des activistes de partout dans le monde sur ce sujet-là pour faire en sorte que cette pipeline ne voit pas le jour. Un deuxième sujet, c'est l'exploitation et l'exploration minière des fonds marins. La France est une grande puissance maritime et donc du coup on a envie d'aller explorer et voir s'il n'y a pas des minerais rares, et il se trouve qu'il y en a qu'on pourrait exploiter dans des fonds marins, sauf qu'en fait on connaît moins ces fonds marins, ce qu'on appelle les abysses, que la surface de la Lune. Et les scientifiques sont très inquiets sur l'impact que ça pourrait avoir sur la biodiversité, tous les écosystèmes marins dont on dépend pour notre survie, et puis surtout le CO2 qui a été capturé, tout le carbone qui a été capturé dans ces abysses. Parce que l'océan, en fait, c'est le principal poumon de la planète. Donc ça, c'est les deux gros sujets. Un dernier qu'on vient de lancer il n'y a pas très longtemps, c'est le traité de la charte de l'énergie. En très bref, c'est un traité international qui protège les énergies fossiles et qui fait en sorte que des compagnies pétrolières peuvent porter plainte contre des États parce qu'ils décident de mettre en place des lois écologiques. Donc ça, c'est 3 choses très différentes, mais sur lesquelles je mets beaucoup de temps. En tout cas, cette année, c'était vraiment mes gros sujets. Pourquoi je suis à Verviers? Parce que moi, il y a 1 an, je suis venue ici faire un documentaire. Et en fait, on est parti à l'autre bout du monde, en Islande, en voilier, passer 1 mois avec des glaciologues sur le plus vaste glacier d'Europe. Et pendant qu'on était là-bas, il y a Adélaïde Charlie, qui est une bonne amie, qui est une activiste belge,
qui m'appellent en me disant mais il se passe des trucs de fou en Belgique, il y a eu des inondations, il y a plein d'eau dans ma cave et tout. Et du coup, nous on est rentrés, on est directement allé filmer en Belgique en se disant mais on est parti au bout du monde. Et en fait, les victimes du dérèglement climatique, elles sont même là, sous nos yeux, là où on n'imaginait même pas que ce soit possible, à quelques heures de train de chez nous. Et donc, en fait, on a voulu montrer en fait, que peu importe si on n'était pas sensible à la beauté des glaciers, aux autres espèces, c'est triste, moi je trouve ça triste, mais tant pis pour les gens, ça peut les concerner directement, et ils peuvent eux-mêmes être en danger. Et du coup, je trouvais ça assez beau qu'après un événement aussi traumatique, des citoyens et des citoyennes se disent on va s'organiser, on va mettre en place un festival pour montrer tout ce qui se fait sur le territoire, comment est-ce qu'on peut être résilient, que ce soit des micro-fermes, des maisons communautaires, des balades, des conférences auprès des écoles, ce que j'ai pu faire. En fait, tout ça à se dire, mais comment est-ce que nous, on s'organise sur le territoire pour que ça n'arrive plus. Je trouve que c'était hyper fort comme idée, et du coup, j'étais hyper heureuse qu'on m'invite. Voilà. Ce que j'aimerais bien dire aux jeunes vervétois, en fait, et vervétoises, c'est de dire qu'ils ont un pouvoir immense et qu'eux, ils risquent de connaître de plus en plus des inondations malheureusement. C'est des phénomènes ou des canicules, c'est des phénomènes qui vont tendre à s'amplifier, de plus en plus violents dans les années à venir, sauf si on décide d'inverser les courbes, sauf si on décide de prendre en main notre avenir climatique et donc de se dire, bah voilà, il y a des lignes rouges qu'on décide de ne pas franchir, il y a des choses qu'on veut mettre en place, que ce soit au niveau très local, de revégétaliser les villes. Parce qu'évidemment, on sait que l'eau, elle est beaucoup plus retenue quand c'est de la terre que quand c'est du béton. Ça peut être des choses très concrètes comme ça. Donc, ce qui est du lieu de la résilience, c'est-à-dire s'adapter à toutes ces catastrophes climatiques qui arrivent, mais aussi faire en sorte qu'elles n'existent plus et donc du coup s'organiser ensemble sur le territoire. Donc en gros, en un mot, c'est vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire et que vous avez un grand pouvoir. Donc organisez-vous entre vous, regardez ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire et mettez ça au service d'un endroit, d'une ville et même d'un monde qui est plus juste et qui est plus habitable. Ce que je vais faire, non, en réalité, je pars parce que je vais la semaine prochaine à Lisbonne. Il y a un festival, pas un festival, malheureusement cette fois ça va être beaucoup moins gai, mais il y a un sommet de l'ONU sur les océans, qui est le plus gros sommet de cette année, avec tous les décideurs qui prennent des mesures sur les océans. Et donc nous on va pousser pour qu'il y ait un moratoire sur l'exploitation des fonds marins. Donc c'est-à-dire que en gros les États rejoignent un moratoire où on dit en gros on attend 10 ans que la science avance pour bien connaître les impacts d'aller défoncer nos fonds marins. Et donc, il y a déjà des pays qui sont organisés, qui sont plutôt les pays qui sont des petites îles et qui, du coup, eux, vivent directement les impacts de ça. Donc là, on essaie d'avoir des plus gros États, notamment la France, la Belgique aussi. Donc voilà, on va aller faire du lobbying beaucoup là-bas à propos de ça. Merci Camille. Merci à vous.